Bienvenue dans Studio Augmenté. Je t'invite dans un espace que j'ai eu envie de créer pour ouvrir des conversations qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir. Des conversations qui se jouent en profondeur entre les mains, les machines ou encore les idées. Ici, on ne va pas chercher des réponses toutes faites, on ne va pas non plus dérouler des concepts théoriques. Mais ce que je te propose, c'est un moment de pause. Un moment pour réfléchir ensemble à la manière dont on crée aujourd'hui, mais aussi à la manière dont on fabrique, dont on imagine ou encore dont on combine l'ancien et le nouveau. Je m'appelle Fiona, je suis architecte d'intérieur et designer, et surtout la fondatrice de Studio 2000. Et dans mon quotidien, je travaille à la frontière entre artisanat et technologie. Ce podcast, je l'ai pensé comme une parole à voix haute. Pas comme une démonstration ni un discours figé, mais plutôt un espace où je partage mes questions, mes observations et mes intuitions. Et chaque épisode partira d'une question. Et pour ce tout premier épisode, j'ai envie de commencer par une tension que je ressens tous les jours dans ce que je fais. C'est une tension qui est au cœur de ma démarche. Comment faire dialoguer l'artisanat et l'intelligence artificielle ? Alors voilà, aujourd'hui j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble. Pas un moment rapide à consommer en vitesse entre deux mails, non, un vrai moment. Un moment de suspension, un moment pour poser les choses. En fait, on vit dans un monde où tout va extrêmement vite, où la technologie évolue à une telle vitesse que parfois on a vraiment du mal à la suivre. Et dans ce flot constant d'innovation, de mise à jour et d'algorithmes, moi je me pose une question vraiment toute simple. Et la main dans tout ça, elle devient quoi ? Et c'est ça que j'ai envie de creuser avec vous aujourd'hui, c'est ce lien entre deux mondes qu'on pense souvent opposés, qui est l'artisanat et l'intelligence artificielle. Alors je vais commencer par poser les bases et bien sûr redéfinir ce qu'on entend par artisanat, puis ce qu'on entend par intelligence artificielle, et ensuite je vous expliquerai pourquoi moi je crois qu'ils ont tout à gagner à dialoguer ensemble. Alors quand je parle d'artisanat, je parle pas juste de fabriquer des objets à la main. Je parle pas simplement de métiers dits manuels qu'on opposerait aux métiers dits intellectuels. Je parle d'un rapport profond au geste, à la matière et au temps. Un artisan, c'est quelqu'un qui apprend avec son corps. Quelqu'un qui sait parce qu'il l'a fait, refait, raté, puis recommencé. C'est quelqu'un qui sent les choses. Non pas parce qu'il les a lues quelque part, mais parce qu'il les a vécues. Et le savoir-faire artisanal, c'est un savoir-faire qui se transmet autrement. Et souvent sans mots. Par exemple, tu regardes la main faire, tu essayes, tu rates, tu corriges, et au bout d'un moment, à force de faire et refaire, tu sais. Et c'est ce que j'aime profondément dans l'artisanat, c'est cette idée que l'intelligence, au final, elle se trouve dans la main. Et que le savoir-faire est inscrit dans le corps. Que la matière, au final, elle te parle si tu prends le temps de l'écouter. Et puis c'est un monde qui accepte l'imprévu, qui accepte que les erreurs fassent partie du processus, et c'est souvent grâce à ces erreurs que naît quelque chose d'intéressant. Et c'est ce qu'on appelle les accidents heureux. Et c'est pas juste une expression poétique, c'est une réalité du travail manuel. Le fait de découvrir en faisant. Et c'est ça, pour moi, l'un des trésors de l'artisanat. Et puis, face à l'artisanat, il y a donc l'intelligence artificielle. Alors forcément, quand on parle d'intelligence artificielle, on change complètement de registre. On n'est plus du tout dans la matière, dans le geste et dans le corps, mais on entre dans un univers de calcul, de données, de modèles, qui apprend à reproduire des choses en s'appuyant sur ce qu'ils ont déjà vu. L'intelligence artificielle, c'est pas une main. Ce n'est pas un œil non plus, ni une intuition. C'est un système qui observe des millions d'exemples, puis qui les analyse et qui en extrait des tendances. Et à partir de là, elle peut générer des formes, des images et des idées. Très vite, très bien, et souvent assez bluffant. On peut obtenir en quelques secondes ce qu'un humain aurait mis des heures, voire des jours à imaginer. Des variations infinies, des compositions nouvelles. Et dans certains contextes, c'est génial, ça ouvre des perspectives, mais malgré tout, il y a quelque chose qui en soi me dérange, ou plutôt quelque chose que je trouve important à questionner. Parce que cette intelligence-là, aussi brillante soit-elle, elle ne sent rien, elle ne touche rien, elle ne fatigue pas, elle ne doute jamais, elle produit, oui, mais elle ne vit pas ce qu'elle produit. Et c'est là, pour moi, qu'il y a un vrai écart,
Parce que créer, ce n'est pas juste générer une forme élégante, c'est aussi traverser un processus. C'est chercher, se perdre, revenir en arrière, avoir des hésitations, des intuitions, des erreurs qui deviennent des directions. Quand je vois une forme générée par l'intelligence artificielle, je peux la trouver intéressante, étonnante et bien construite, mais je ne ressens rien. Parce qu'il n'y a pas de corps derrière, pas de mémoire du geste, pas d'imperfection humaine. Et moi, ce que j'aime dans la création, ce qui me touche, en tout cas, c'est justement ce qui résiste. Ce qui sort du cadre, ce qui dérape un petit peu. Ce petit détail qu'on n'avait pas forcément prévu, qui au final change tout. Et l'intelligence artificielle, elle fait pas ça. Elle peut aller très loin, très vite, mais elle reste dans une logique. Elle reste dans ce qui fonctionne et dans ce qui s'aligne. Elle n'a pas la capacité de ressentir. Et surtout, elle ne décide pas avec un regard ou avec une main, et encore moins avec une émotion. Alors oui, je pense que l'intelligence artificielle peut être un super outil. Elle peut proposer et elle peut inspirer, et même provoquer certaines idées, mais à une seule condition, que ce soit nous qui fassions le tri. Que ce soit la main qui réponde et qui adapte, et que ce soit l'humain qui donne du sens à ce qui est produit. Parce qu'à force de produire, au final, on ne créera plus. Alors oui, je sais, dit comme ça peut paraître surprenant. Pourquoi est-ce que je choisis de faire bosser ensemble deux mondes qui, à première vue, n'ont rien à voir ? L'artisanat d'un côté, l'intelligence artificielle de l'autre. On se dit que, au final, ça peut pas fonctionner ensemble. Mais justement, c'est ça qui m'attire. Et c'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas intéressant. Au contraire, c'est cette tension-là, ce frottement, ce décalage entre les deux qui, moi, me donne envie de chercher. Et ce qu'on fait au studio Nobili, c'est exactement ça. On n'utilise pas l'intelligence artificielle pour qu'elle fasse à la place d'eux. On lui demande pas non plus de créer un objet fini ou une image toute prête, c'est pas du tout l'idée. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande de générer des choses, des structures, des volumes, des matières, des formes un peu étranges aussi parfois, des idées visuelles qui sortent un petit peu du cadre, mais dans ce qu'on lui demande, on met déjà une intention. On lui donne une direction, un souffle dans un univers, une énergie. Et dans ce qu'elle produit, on vient intégrer des éléments très concrets issus du travail de la main. Par exemple des finitions, des textures, du mobilier, des choses qu'on reconnaît comme humaines et comme sensibles. Et c'est ça au final qui est important parce que ça veut dire que même dans une image générée avec l'intelligence artificielle, on sent déjà la trace du geste. On sent qu'il y a eu une main, qu'il y a eu un œil, qu'il y a eu une émotion quelque part, et ça change tout. Et ensuite, une fois que cette image existe, on la reprend. On la garde pas telle quelle. On la retravaille, on l'ajuste, on revient dessus, on teste, on doute, on modifie. Et ce travail-là, ce n'est pas la machine qui le fait, c'est nous. Avec des outils numériques, certes, mais c'est surtout avec notre regard, notre intuition et notre sens du presque. En fait, on cherche jamais à obtenir une image parfaite. On cherche une image qui vibre. Une image dans laquelle on sent qu'il y a eu un dialogue entre le geste et l'algorithme, un frottement entre le chaos proposé par la machine et la précision, la sensibilité, la culture du corps qu'apporte la main. Et je crois que c'est ça, la vraie valeur de ce qu'on fait, c'est créer des choses qui ne sont pas le résultat d'un seul langage, mais le résultat d'une rencontre, d'une tension, d'un équilibre à inventer à chaque fois. Et ce rapport entre l'outil et la main, entre la technologie et la matière, en réalité, il n'est pas nouveau du tout. C'est pas quelque chose qu'on découvre avec l'intelligence artificielle, c'est un mouvement qui existe depuis bien longtemps. Et si on prend le temps de regarder, on peut se rendre compte que beaucoup de créateurs ont déjà exploré cette frontière-là bien avant que l'intelligence artificielle arrive dans les logiciels et dans les ateliers. Comme exemple, je vais vous donner celui de Issey Miyake, qui est un créateur japonais qui est absolument visionnaire. Et en fait, dans les années 90, il a commencé à travailler sur une ligne qu'il a appelée APOC, ce qui veut dire A Piece of Clothes, donc un morceau de tissu. L'idée, c'est de concevoir un vêtement d'un seul tenant. Donc, sans couture, pas d'assemblage classique, c'est un seul morceau de tissu qui est modélisé par ordinateur, puis prédécoupé selon un patron, généré numériquement. Mais ce vêtement, en fait, il ne prend vraiment sens que quand il est porté.
C'est pas juste une forme créée sur un écran, c'est une forme qui a besoin d'un corps pour exister. Et j'ai pris cet exemple parce que je trouve ça très fort, parce que c'est exactement cette tension-là entre le numérique qui donne la structure de base, mais c'est le vivant, c'est le geste en lien avec la peau qui vient l'activer, le transformer et le faire exister dans le monde réel. On est pile dans cette idée de dialogue. Un dialogue entre une modélisation abstraite et quelque chose de profondément humain, qui est aussi sensible et sensoriel. Et ce même type de tension, on le retrouve dans l'architecture. Comme par exemple avec Frank Gehry, qui est un architecte qu'on reconnaît tout de suite par les formes très complexes, libres, complètement tordues, presque mouvantes de ses bâtiments, qu'on pourrait comparer à des sculptures géantes, comme par exemple la Fondation Louis Vuitton à Paris ou encore le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. Ce qu'on sait moins, c'est que pour concevoir ces formes-là, il a dû utiliser des logiciels ultra avancés qui, à la base, étaient développés pour l'aéronautique. Donc ce sont des outils pensés pour dessiner des avions et pas des musées. Et pourtant, il s'en est servi pour dessiner des formes architecturales qu'il n'aurait pas pu imaginer autrement. Mais ce que j'admire surtout, c'est qu'il n'a jamais laissé ce logiciel prendre le dessus. Il a toujours commencé par une esquisse à la main, un croquis rapide ou une idée jetée sur le papier. Et ensuite, ces formes sont traduites, numérisées et retravaillées. Mais elles restent toujours connectées à un geste initial, à une pensée qui part du corps. Et surtout, à la fin, ce sont les artisans qui le rendent possible. Donc, que ce soit les tailleurs de pierre, les charpentiers, les soudeurs ou encore les menuisiers. Et ce sont des gens qui prennent ces formes donc digitales et qui sont souvent très complexes et qui vont les traduire en matière réelle. Et ça, c'est pas forcément automatique. C'est pas exécuter un plan, c'est une forme de réinvention à chaque étape pour que la main humaine puisse faire exister cette architecture dans le réel. Et ce type de collaboration, on le retrouve aussi dans le monde de l'automobile. Par exemple, chez Bugatti ou chez Pininfarina, on utilise l'ordinateur pour dessiner des courbes parfaites, pour modéliser chaque détail avec une précision extrême. Mais une fois que la forme est validée et que les proportions sont là, tout ce qui va donner la chaleur, l'âme, la sensation, ça aussi c'est encore fait à la main. Comme par exemple le cuir va être cousu à la main, le bois va être poli, travaillé et ajusté par un artisan. Les finitions, quant à elles, sont réalisées avec une précision qu'aucune machine ne pourrait imiter. Ce qui compte à ce niveau-là, c'est le ressenti. C'est ce que la main sent, c'est ce que l'œil va corriger et ce que le corps va ajuster naturellement sans même forcément y penser. Et c'est ce que je trouve fort dans ces exemples, c'est que la technologie n'a jamais effacé la main. Elle l'a poussée pour aller plus loin, elle lui a donné de nouveaux défis, mais elle l'a jamais remplacée. Et je crois que c'est exactement ce qu'on doit garder à l'esprit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et l'enjeu qu'on doit avoir, ce n'est pas de remplacer l'humain, c'est de créer des conditions pour que la main, le corps et la sensibilité puissent répondre à ce que la machine, quant à elle, va proposer. Et parfois même venir là où elle s'arrête. Et donc avec tout ça, ce que je défends vraiment, c'est que la technologie, elle n'est pas là pour remplacer la main parce que ce n'est pas son rôle. La technologie, elle peut être là pour enrichir, pour inspirer, pour secouer un petit peu les habitudes, mais pas pour faire à la place d'eux. Donc elle peut nous emmener ailleurs, nous surprendre, mais elle ne doit jamais effacer les gestes. Et de l'autre côté, la tradition, quant à elle, elle doit rester ouverte. Elle peut pas se refermer sur elle-même en disant c'était mieux avant ou en refusant tout ce qui bouge. Parce que ce serait se priver de quelque chose d'intéressant. Mais il faut savoir et garder en tête que s'ouvrir, ça ne veut pas dire se dénaturer. Ça veut juste dire évoluer en restant fidèle à ce qu'on est. Et ça veut aussi dire dialoguer avec ce qui arrive sans se laisser avaler. Et ça, pour moi, ça demande une vraie posture, un vrai engagement. Ça demande de rester attentif, de ne pas tomber dans la facilité, parce que l'intelligence artificielle, elle peut vite donner une solution toute faite. Mais est-ce qu'elle a du sens ? Est-ce qu'elle te ressemble ? Est-ce qu'elle est juste ? Et est-ce qu'elle est vraiment juste ? Et c'est là que le regard humain est indispensable et c'est là que le doute devient précieux. Parce que c'est en doutant, c'est en reprenant, en modifiant et en revenant sur ce qu'on fait
qu'on crée des choses qui ont une âme. Et moi, ce que je veux défendre, c'est ça. Une création où la main et la machine peuvent exister. Où la technique ne vient pas tuer le sensible. Où l'on peut faire entrer la technologie dans l'atelier sans en sortir l'humain. Et vous, qu'est-ce que tout ça vous inspire ? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce moment où une machine vous surprend ? Ou un outil vous pousse ailleurs ? Est-ce que vous avez, vous aussi, cette envie de créer autrement, sans renier ce qui vous construit ? J'aimerais vraiment que ce podcast devienne un espace de conversation. Alors si vous avez envie de réagir, de poser une question, de partager une idée, un doute ou même une expérience, n'hésitez pas à m'écrire. Et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui viendrez en parler ici. Alors merci à vous, merci d'avoir pris ce temps, merci pour votre écoute et surtout merci de faire partie de cette pensée en mouvement. Et dans le prochain épisode, on va se poser une question un peu étrange, mais que je trouve assez intéressante. Est-ce qu'un objet peut penser ? On parle beaucoup d'objets intelligents, de capteurs et d'interfaces, mais au fond, qu'est-ce que veut dire un objet intelligent ? Est-ce que c'est une machine qui réagit à nos gestes ? Ou est-ce qu'un objet peut aussi porter une mémoire, une intention, une forme de sensibilité ? On explorera tout ça ensemble, entre design, langage, technique et imagination. Et en soi, Studio Augmenté, c'est un lieu pour ces questions-là. Celles qui dérangent un peu, celles qui n'ont pas de réponse immédiate, ou celles qui demandent du temps, de l'écoute et surtout du lien. Alors je vous dis à très bientôt, et d'ici là, continuez à explorer, continuez à douter, et surtout, continuez à créer.